Alors, avant de commencer, quelques mots sur le pôle Moveo. Donc, le pôle Moveo est un pôle de compétitivité qui rassemble à peu près 370 membres sur les thématiques de la mobilité, de l'automobile aux nouvelles solutions de mobilité. Dans le pôle, nous avons toute une équipe qui est là pour vous accompagner dans vos projets d'innovation. Donc, l'équipe innovation et internationale. Vous avez sur les slides les différents membres de l'équipe avec les coordonnées pour tout projet ou toute question. N'hésitez pas à nous contacter. Donc moi-même, je suis Mathilde Petit, en charge des affaires européennes et point de contact national transport. Concernant l'accompagnement du pôle, nous pouvons vous accompagner dans le montage de vos projets européens, qui est quand même le sujet aujourd'hui, avec tout un accompagnement dans l'identification des différents appels à projets qui pourraient être les plus pertinents pour vous, de l'aide dans la recherche de partenaires, de l'aide dans le montage de vos projets, et puis la possibilité de labelliser vos projets européens comme nous le faisons pour des projets nationaux. Je m'arrêterai là pour la présentation du pôle et je vous invite à vous poser toutes vos questions ou à nous recontacter par mail dans un deuxième temps. Et aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'accueillir donc Laurence Feigenbaum, qui est point de contact national PME, qui est membre du consortium Topics, donc c'est le réseau Entreprise Europe Network, et également qui nous vient de chez BPI France. Alors Laurent, je t'invite à venir sur scène pour nous présenter les opportunités de financement pour les PME et les ETI, et je laisse ma place à Laurence. Bonjour. Écoutez, merci de nous avoir rejoints pour ce sujet qui vous concerne très directement. Donc, je ne vais pas, ainsi que Mathilde vous l'a dit, je suis point de contact national PME. C'est-à-dire je fais partie du petit groupe de personnes qui le constituent et nous sommes à votre disposition et à la disposition de la Commission européenne pour faire le go-between. Expression pas très jolie, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'on est là pour faire remonter à la Commission européenne les problématiques qui se posent aux PME lorsqu'elles souhaitent aller vers l'Europe et lorsqu'elles souhaitent répondre aux appels à projets européens, quels qu'ils soient. Et nous sommes chargés par la Commission européenne, d'un autre côté, de nous occuper principalement des appels à projets qui concernent les PME. Voilà. Et je suis membre du réseau Entreprise Europe, dont je dirai quelques mots à la fin de cette présentation. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le sujet, tel que je l'ai compris et tel qu'il semble vous animer aussi, c'est quelles sont les opportunités de financement européen pour votre projet innovant. Vous avez mes coordonnées là, elles ne seront pas répétées, mais vous les avez ici, c'est précieux. Je préfère être jointe par mail parce que comme vous voyez, je suis invitée à droite à gauche et à porter la bonne parole et donc assez peu disponible pour répondre au téléphone à mon bureau. Alors, je vais faire une rapide introduction au financement européen direct pour les entreprises. Ensuite, un focus sur Eurostars, qui est un appel à projet très particulier puisqu'il est spécifiquement conçu pour les PME et c'est l'ancêtre des appels à projet pour les PME. Ensuite, Instrument PME, qui est le plus récent dans la même catégorie. Et puis, nous parlerons de l'avenir de la programmation européenne dans ce qu'elle touche les PME et dans la mise en place d'un Conseil européen de l'innovation et de son pilote. Alors, nous allons tout de suite passer au panorama grand angle sur les programmes de l'Union européenne. Alors, il existe donc toute une série de programmes qui permettent à l'Europe de constituer un espace commun de recherche et d'innovation qui intervient dans différents strates et de différentes manières. Donc, il y a des programmes d'action communautaire qui peuvent vous concerner directement. Il y a la politique de cohésion et les fonds structurels qui sont de façon générale gérés par les régions et la Banque publique d'investissement qui investit dans les entreprises, en général pour des gros tickets, mais qui pratique par contre la garantie européenne et donne des fonds européens à des banques ou des institutions financières qui permettent d'obtenir des prêts à des tarifs préférentiels pour des choses qui sont immatérielles ou pas encore tout à fait fondées. Nous parlerons principalement, enfin exclusivement aujourd'hui d'ailleurs, des aides directes de la Commission européenne aux entreprises. Alors, à quoi faut-il s'attendre lorsqu'on parle d'action communautaire? Ce sont en général des programmes de financement par thématique, le plus souvent, qui cherchent à soutenir des projets à plus-value européenne, donc avec un caractère innovant très marqué, des choses transnationales ou réplicables à large échelle en Europe entière.
Ça fonctionne en général en cofinancement, c'est-à-dire il est extrêmement rare pour les projets d'innovation d'avoir un financement à 100% de la Commission européenne, ne serait-ce que pour des raisons d'équilibre et de liberté d'entreprendre. Principalement, l'intervention se fait sous forme de subventions, par appel à projet, et ce sont donc par suite des appels à projets très sélectifs, puisque candidatent tous les pays de l'Europe et éventuellement des pays associés, selon certains appels à projets. Voici, on y passera, ça c'était juste pour votre bibliothèque sur les choses à revenir, voir ultérieurement. On a mis l'endroit où se situaient ces projets, ces appels à projets, au regard de la distance à parcourir entre ce qu'était votre projet de développement et sa commercialisation. Je laisse ceci à votre sagacité ultérieure. Alors pourquoi participer à un projet européen? Et en fait, on s'est rendu compte en interrogeant les gens qui gagnaient des appels à projets européens qu'il ne s'agissait pas toujours d'argent. Alors évidemment, vous me direz, les tickets de la Commission européenne sont toujours importants, toujours agréables à recevoir, voire indispensables, mais ce que cela donne surtout, c'est un label d'excellence et une très grande visibilité. Lorsque vous pouvez gagner un projet européen, la première chose qui est importante, c'est que l'Europe certifie que votre produit, procédé, service a une image d'excellence partout en Europe. Cela vous permet d'internationaliser votre activité parce que le plus souvent, pour les projets faits en collaboration, mais même pour ceux que vous pouvez mener de manière individuelle, l'Europe fournit la possibilité de rencontrer d'autres entreprises qui œuvrent soit dans le même secteur que vous, soit qui éventuellement une technologie qui, même si elle est développée pour une application sur un marché très différent, peut être comparable à la vôtre et qu'il est toujours important de tester ce que l'on fait ensemble. Ça permet pour les projets collaboratifs, là pour le coup, de développer, tester, de démontrer à large échelle des travaux que l'on mène à plusieurs et pour lesquels on mutualise les risques, ces deux points étant très très liés. Donc cette mutualisation des risques techniques et financiers permet d'aller au-delà de ce que vous pourriez faire tout seul. Il s'agit donc d'un cofinancement important, comme je vous le disais tout à l'heure. Et autre point, et pas le moindre, c'est que cela force, vous allez voir parfois dans la douleur, à acquérir une belle méthodologie de gestion de projet. C'est-à-dire que vous êtes obligé de répondre à des appels à projets pour lesquels vous allez être évalué et donc pas question d'improviser ça sur un coin de table. Donc à quoi s'attendre? En général, le projet pour lequel vous allez postuler est sur plusieurs années. Il est très très rare, on verra qu'il y a quelques exceptions, que ces projets durent moins d'1 an évidemment, puisque sinon ils ne nécessiteraient pas autant d'apports financiers que celui que vous allez chercher. Il est indispensable d'utiliser l'anglais, même si les autres langues sont des langues officielles. En fait, pour que vos projets puissent être analysés, il faut qu'ils puissent être vus par des jurys qui viennent d'un peu partout en Europe, et c'est vrai que pour l'instant, c'est l'anglais qui nous rassemble. La sélection des projets s'étale entre 3 et 9 mois, parfois un tout petit peu moins. En général, ils sont analysés par un panel d'experts européens, bien sûr. Cela va occasionner quelques reportings. Et évidemment, on va vous demander quelle est la valorisation attendue des résultats du projet et on va vous attendre au tournant, évidemment, pour ça. Et dans le cadre des projets collaboratifs transnationaux, il existe plusieurs types de places à prendre dans un projet, soit le chef de file et donc mener tout ça, être un peu la banque pour la Commission européenne aussi, soit être partenaire. Et donc, il va falloir apprendre à gérer un projet avec une équipe internationale et dépasser parfois certains clivages culturels. Alors là, on va aller très vite parce que je crois que Moveo vous a déjà pas mal expliqué en quoi consistait Horizon 2020, mais je resitue la chose quand même. Donc c'est un programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Alors ça fait peu de temps qu'on parle d'innovation dans le cadre de ces programmes cadres. En fait, Horizon 2020 correspond au 8e programme cadre de la Commission européenne, sachant que les 6 premiers étaient quasiment exclusivement tournés vers le monde académique. C'est comme ça qu'est née l'Europe de la recherche et de l'innovation. Elle est née par la recherche. Ont été prévus près de 80 milliards d'euros pour la période 2014-2020, 79 en fait, et toujours et encore, et ce sera de plus en plus basé sur les principes d'excellence et de coopération. Il existe donc des dispositifs très variés, soit des projets collaboratifs, individuels, des bourses de mobilité, des aides sur les infrastructures, de l'ingénierie financière.
Cela va sur l'ensemble du programme cadre de la recherche fondamentale à l'innovation proche du marché et il y a une centaine d'appels par an qui peuvent porter sur un problème à résoudre ou une technologie spécifique pour le résoudre. Le taux de subvention évolue, on va le faire à l'envers, de 100% à 70% des dépenses éligibles selon votre proximité du marché. En fait, tant que vous êtes vraiment dans le monde académique, les subventions couvrent à 100% les projets. Vous avez un lien avec le site de la Commission européenne pour pouvoir rentrer dans ces projets, ne le perdez pas. Très rapidement, les 3 piliers actuels d'Horizon 2020, c'est l'excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux. Et ce dont on parle aujourd'hui sont les 2 derniers piliers, bien sûr. Alors très rapidement, vous verrez qu'il y a une classification possible entre le fait que vous souhaitiez travailler à plusieurs ou non. Aujourd'hui, on va aller sur les 2 dernières colonnes, Eurostars, Fast Track to Innovation, on en parlera très peu. Et si vous souhaitez vraiment travailler tout seul sur l'instrument PME, et là ce sera un gros zoom. Mais comme vous voyez, ce sont quand même des appels à projets relativement proches de la commercialisation. Alors, votre projet est-il un Eurostars? Vous avez en main un projet collaboratif, international, innovant, proche du marché, et vous êtes une PME réalisant de forts investissements en R&D, à savoir vous avez une équipe de recherche et développement importante, où vous dépensez de l'argent, plus de 10% de votre chiffre d'affaires en R&D, vous avez sans doute un projet Eurostars dans les mains, et ça c'est une bonne nouvelle. Comment ça marche? C'est un projet où il faut être au moins 2. En fait, on se rend compte dans la plupart des cas qu'on est plutôt 3 ou 4, avec des structures qui sont de ces 36 pays listés. Et vous pouvez voir qu'il y a quelques pays qui paraissent assez peu européens a priori, comme la Corée du Sud, la Turquie, Israël ou la Norvège, qui ne fait pas partie à proprement parler des pays de la communauté. Et tous ces pays-là se sont portés volontaires pour travailler ensemble et vous aider à mener à bien vos projets industriels. Alors cette initiative vient d'Eureka, qui est un concept sur lequel on ne reviendra pas aujourd'hui, et de la Commission européenne. Donc il s'agit bien d'un projet communautaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un projet où vous allez vouloir réaliser un produit, un service, un procédé. Mais vous voulez le réaliser avec un petit camarade au-delà des frontières, enfin au-delà des frontières. Il faut donc trouver ce camarade, dont on y reviendra, qui soit issu d'un des pays membres d'Eurostars. Que ce soit vous ou lui, il faut vraiment que vous soyez assimilé à une entreprise innovante, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui consacre une certaine partie de son chiffre d'affaires à la R&D ou qui a une véritable équipe de R&D et qui peut donc prouver qu'elle a des équivalents temps plein en nombre suffisant pour faire ce type de travaux. C'est un programme qui est vraiment dévolu aux PME, il faut vraiment qu'elles soient pilotes à bord, c'est-à-dire que vous avez le droit, bien sûr, de travailler avec un grand groupe ou de travailler avec une association, mais il faut quand même que le budget sur lequel vous vous engagez soit principalement dévolu à votre structure ou à votre partenaire qui a le même genre de structure. La durée du projet est de 3 ans maximum et il faut que vous visiez une introduction sur le marché dans les 2 ans qui suivent la fin du projet. Donc en fait, on est dans le chiffre 5, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, c'est 3 ans de projet et 2 ans pour atteindre le marché. Vous verrez tout à l'heure, il y a un petit truc qui se passe. Sur quoi votre projet sera-t-il jugé? Déjà, on va venir sur la colonne du milieu, sur l'excellence de l'innovation et de la R&D. C'est-à-dire qu'il faut que le degré d'innovation du programme que vous proposez, la connaissance appliquée que vous allez utiliser, la pertinence du challenge technique et la manière dont vous allez pouvoir négocier les risques, parce qu'il y a toujours des risques technologiques lorsqu'on se lance dans un nouveau projet. Il faut que tout ceci soit véritablement étudié, considéré, consigné dans le document que vous allez rendre pour les évaluateurs. Ensuite, on va regarder l'impact de votre projet, c'est-à-dire quelle est la taille du marché que vous allez atteindre, comment vous allez l'atteindre, est-ce que vous avez effectivement étudié toutes les difficultés que vous allez avoir à contourner ou à dépasser, voir quel est votre avantage compétitif, voir effectivement si vous avez une réelle connaissance de la compétition et de savoir quel est votre avantage par rapport à celle-ci. Dire qu'il n'y a pas de concurrence sur un projet est en général pris
très peu au sérieux par les évaluateurs, parce qu'il y a de toute façon des concurrents, même sur des technologies qui ne sont pas les mêmes, mais dès lors que l'on part sur l'objet que l'on va vouloir développer, il y a de toute façon de la compétition, même si elle n'est pas directe. Et il faut vraiment en avoir une idée très précise. La réponse non à la concurrence, il n'y en a pas, ça ne marche pas, ça c'est sûr. Et il faut que vous ayez une idée très précise et très claire de la manière dont vous allez commercialiser votre produit, quels sont les réseaux que vous allez utiliser, quelles sont les manifestations auxquelles vous allez participer, et puis être vraiment certain que vous avez bien calculé le time to market pour rester dans la configuration demandée. Et puis bien évidemment, et c'est là qu'on attend à ce que vous ayez au moins 10 sur 10 si vous avez bien réfléchi à votre projet et à vos partenaires, c'est comment votre consortium est organisé, avec qui vous allez travailler et pourquoi. Est-ce que ce sont des gens que vous avez déjà vus à la tâche avec vous-même? Est-ce que c'est juste des gens que vous rencontrez pour la première fois? C'est vraiment très important. Et que vous ayez une manière très très claire de vous engager dans le planning, de savoir qui rend quoi comment et de savoir comment cela va fonctionner et d'avoir des coûts de structure raisonnables. En fait, on vous demande d'être réaliste, raisonnable et en même temps d'être plein d'utopie parce que sinon vous ne vous lanceriez pas dans un nouveau projet. Votre dossier de candidature, je me répète, sera en anglais et exclusivement en anglais. Il est relativement simple au regard d'autres projets européens parce qu'il pose des questions et des questions relativement claires et qu'il y a un livret pour vous accompagner. On vous demande de faire un pitch sur votre projet d'une page, à quoi ça sert, pourquoi, comment, pourquoi vous le faites, comment il va arriver sur le marché, ce que je vous disais tout à l'heure, aussi un travail important sur la propriété intellectuelle, sur la liberté d'opérer, comment vous allez faire pour l'organiser, qui va faire quoi dans le work package, et qui sont les partenaires, pourquoi vous travaillez ensemble et comment vous structurez votre consortium et quelles sont les instances qui vont être mises en place en cas de difficulté parce qu'on part pour un long mariage, 3 ans c'est pas mal. Il est important de savoir comment on fait si quelqu'un s'arrête, si quelqu'un a un moment d'égarement, si l'entreprise est rachetée, en fait c'est plutôt ça la réalité. Donc, quelles sont les bornes de contournement que vous allez mettre en place. Et vous avez le droit d'ajouter des annexes, puisque dans tout ce qui est configuré précédemment, il n'y a pas la possibilité de mettre d'images, il n'y a pas de possibilité de mettre des schémas. Vous avez le droit de le faire en annexe. Il ne faut pas qu'il y en ait plus de 10 pages et avec une taille maximale de 10 mégabits. Comment se passe la procédure d'évaluation? On va aller assez vite parce que une fois que vous en êtes là, vous laissez les jurys faire. Mais il va y avoir un robot qui va vérifier que vous êtes vraiment éligible, que vous êtes vraiment de la bonne taille, vraiment une PME. Donc ça, c'est des choses que vous verrez dans la brochure à remplir. Ensuite, d'un côté, on va envoyer votre dossier à des experts qui vont évaluer à distance votre copie. Vous ne serez pas convoqué pour une interview, donc il faut que tout soit vraiment très clair dans ce que vous écrivez. Et par ailleurs, les agences d'innovation qui sont chargées de procéder au versement ensuite d'une subvention, puisque Eurostars fonctionne sur le système des subventions, vérifiera si votre entreprise est suffisamment viable pour pouvoir le faire. Ensuite, les copies sont notées, rangées, classées. Il y a ce qu'on appelle la ranking list, donc de la meilleure copie à celle qui, cette fois-ci, reçoit la moins bonne note. Chaque pays s'est engagé sur une somme qu'elle va mettre dans l'appel à projet. Et tant que vous êtes dans la somme que votre pays plus l'autre pays ou les autres pays ont mis à disposition, votre projet peut être à la fois couronné de succès en termes d'évaluation, mais aussi de financement. Alors évidemment, il faut avoir en tête que ce qu'on vous demande de faire, c'est un partenariat. Donc ce n'est pas de la sous-traitance, ce n'est pas un simple accord de débouchés commerciaux, c'est vraiment un partenariat complet avec un budget où aucun pays ne prend la main, c'est-à-dire qu'aucun pays ne paye plus de 75% sur ce budget ou ne prévoit une participation au budget de plus de 75%. Et il faut vraiment prévoir un juste retour pour chacun des partenaires. Comme il ne s'agit que d'un cofinancement, et il est variable selon les pays, il faut démontrer sa capacité financière et humaine à mener à bien le projet. Ensuite, il y a une deadline fixe et irrévocable. Il y a 2 appels à projets par an. Le prochain, c'est le 12 septembre 2019 et il y aura un nouvel appel à projet pour la fin février 2020. Le reste, nous avons déjà parlé de ce dossier en anglais avec un seul site pour l'enregistrer. Il y a des financements donc synchronisés pour l'ensemble des partenaires éligibles sous forme de subventions selon les modalités nationales.
Alors en France, c'est BPI France qui finance les projets Eurostars, les projets innovants et lauréats, dans la limite de 3 millions. Elle prend en charge cette subvention 40% des coûts de chaque PME Eurostars française intervenant dans le projet. Et là, il y a une petite erreur sur mon slide, pour la corriger. Et elle prend 30% des coûts pour les PME qui ne sont plus des PME en sens européen, c'est-à-dire qui sont au-delà de 250 personnes. Nous pouvons aider les PME jusqu'à 2000 personnes, mais pour 30% des coûts. Des universitaires peuvent bien sûr se joindre à vous pour monter un projet, et nous prenons en charge 40% des coûts complets des laboratoires et universités qui vous accompagnent, mais avec un plafond d'aide de 100 000 euros. Par ailleurs, pour monter votre projet, si vous souhaitez recourir à l'aide de consultants, il y a la possibilité d'avoir une aide au partenariat technologique qui permet de payer ses coûts et les coûts internes de ce montage. La subvention est plafonnée à 50 000 euros, mais elle reste vraiment moindre pour ce type d'appel à projet. Elle rentre voilà, dans cette possibilité-là, mais en général, les coûts de prise en charge par rapport au montage d'un dossier Eurostars sont aux alentours de 10 à 15 000 euros maximum. Quelles sont les dépenses éligibles pour BPI France et les autres pays d'ailleurs? Ce sont les frais de personnel, les frais indirects qui sont calculés à 20% des frais de personnel, la propriété intellectuelle, les études de marché qui seraient encore à faire, les études de faisabilité qui seraient encore à faire, mais a priori vous en avez déjà fait avant de commencer, l'amortissement des équipements que vous allez avoir à utiliser, l'éventuelle recherche industrielle et le développement à mener à bien, la gestion du projet lui-même, les coûts associés, les transports, effectivement, et tout ce qui constitue le développement du produit que vous allez mettre en place ensemble, et aussi le design et la mise en œuvre d'installations pilotes. Alors ceci, c'est ce qu'on souhaite faire passer comme message, c'est allez-y de toute façon. Donc je vais vous le dire avec mon plus bel accent anglais du matin, enfin, je crois qu'on a passé midi, mais c'est I'm at the moon, even if you miss, you'll surely hit some Eurostars. Vous avez donc le site Eurostars et ma collègue Odile Hénin, qui est spécialiste de ce programme à BPI France. Pour rechercher des partenaires, si ça devait être utile, mais je sais qu'ici vous êtes vraiment bien pris en main, nous avons mis les sites généralistes, dont le site d'Entreprise Europe, mais il existe bien d'autres sites qui permettent, s'il manquait un partenaire, sachant que très souvent les partenaires avec lesquels vous vous lancez sont des gens avec lesquels vous avez déjà travaillé. Voilà, ça fait quelques petits pense-bêtes supplémentaires, et sinon le PCN Transport et Moveo seront là pour vous accompagner sur vos thématiques spécifiques. Alors j'en viens à mon deuxième instrument, puisque le premier c'était Eurostars, et vraiment vous avez des bonnes chances. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, parce que sinon ça nous met trop loin, mais en fait ces 40% de subvention, ce qui regarde ce qu'on va voir maintenant, va vous paraître certainement pauvre, voire très pauvre. En revanche, le taux de réussite des entreprises qui postulent à Eurostars, sachant que vous pouvez postuler autant de fois que nécessaire, tant que votre projet n'est pas caduc évidemment, et selon votre urgence, le taux de sélection, enfin le taux de succès est d'environ 30% pour les entreprises européennes, et par la chance, par le gros travail qui est fait sur le terrain en France, on approxime plutôt les 40, voire 45% selon les appels à projets. Donc ces 40%, certes, il reste 60% à combler en termes de financement. En revanche, ça vous donne quand même la potentialité d'avoir une subvention, somme toute importante, et avec une chance de succès là aussi très importante. Alors, l'instrument PME, c'est le nouveau-né de la Commission européenne. Il est né en janvier 2014, ce qui en fait un enfant un petit peu développé maintenant, mais pour autant encore susceptible de grands changements. Et c'était un outil que la Commission a mis en place pour constituer la Ligue des championnes européenne. C'est-à-dire que la Commission européenne, de par énormément d'études et de retours, et puis de toute façon une assez grande clairvoyance au niveau économique, s'est rendu compte que s'il n'y avait pas d'investissement suffisant et récurrent dans l'innovation, l'économie européenne allait continuer à avoir de grosses difficultés au regard des géants que peuvent être les entreprises asiatiques ou américaines. Donc, l'idée était d'investir dans des licornes. Nous sommes toujours à la recherche
à la recherche voilà, de l'exceptionnel, et de soutenir l'exceptionnel jusqu'à ce que le carnet de commandes se remplisse. L'idée était d'aller vraiment vers le marché. Donc, cet outil était constitué de trois phases. La première, c'était d'aider à valider une étude de concept et de faisabilité avec une aide qui va jusqu'à 50 000 €. Et puis ensuite, soit directement, soit en passant par la phase 1, les entreprises pouvaient postuler pour aller chercher de l'argent pour se déployer. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas tant d'aide à la R&D que d'aide réellement au déploiement de l'innovation. Et cette aide financière, sous forme de subvention, une fois encore, pouvait se situer entre 0,5 et 2,5 millions d'euros, sachant qu'elle ne représentait que 70% du budget à mettre en face. Ensuite, l'idée était et toujours d'ailleurs, d'apporter un véritable soutien à ce déploiement business. En fait, il ne s'agissait pas que de donner de l'argent, mais d'utiliser, de capitaliser sur les expériences des uns et des autres et de coachs assez aguerris avec les problèmes spécifiques de développement d'entreprises sur des territoires qu'elles ne connaissent pas nécessairement. Alors, qu'est-ce qui était recherché? Je vous disais, c'était un peu le mouton à 5 pattes tout à l'heure, j'exagère un peu, mais c'est quand même pour marquer les esprits. C'était de trouver des entreprises qui soient avec un projet proche du marché, qui souhaitent travailler au-delà des frontières naturelles qui les entourent, qui avaient des capacités de croissance absolument énormes et capables de les démontrer, qui aient des technologies qui soient des technologies de rupture, que pour autant le produit, leur procédé, leur service soit réplicable et soit éventuellement susceptible de changement d'échelle pour aller vers le très grand, et qu'elles arrivent avec un prototype. Et vous ne serez pas très très surpris si les critères d'évaluation sont les mêmes que ceux d'Eurostars, parce que voilà, c'est ainsi que l'on peut prévoir la lancée d'un produit. Donc il y a tout un travail qui est fait sur l'excellence de votre projet, en quoi son potentiel d'innovation est bien au-delà de l'état de l'art, sur l'impact, en quoi vous allez pouvoir gagner de l'argent, quel va être l'impact pour votre structure, mais pas seulement ça. Dans l'impact, on entend aussi l'impact sur l'expansion européenne, sur le bien-être de ses citoyens. Donc, il est important de savoir ce que l'Europe a en tête au moment où elle met à disposition autant d'argent. Et puis, surtout, de savoir si vous allez, au nom de l'Europe, avec le drapeau européen en grand, conquérir des marchés, aussi bien en Chine qu'en Corée du Nord, non, du Sud, peut-être Corée du Nord, ça peut être très bien, ou aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment extrêmement important à avoir en tête. Et puis, la manière dont vous allez travailler et la manière dont, si vous êtes une entreprise unique, à postuler, puisque jusqu'à l'année prochaine, on peut encore postuler à 2. Mais il faut voir si votre travail est cohérent et si ce que vous avez mis en tête peut fonctionner. Ceci me redit à peu près la même chose. Et ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est pour ça que j'y viens, c'est la phase 3, qui était une phase pour vous aider pendant la commercialisation, qui est une phase pendant laquelle la commission ne peut pas mettre d'argent parce qu'elle viendrait fausser la concurrence libre et parfaite. Mais par contre, elle met en place, pour ceux qui ont pu passer par la phase 1 ou la phase 2, les moyens de rencontrer des investisseurs privés grâce à des bases de données très spécifiques, à des mises en présence, à des rencontres, à la participation à des salons, etc. Voilà les dates qu'il vous reste, parce que ce que je n'ai pas encore eu le temps de vous dire, c'est que la phase 1 de l'instrument PME, pour des raisons que j'exposerai à la fin, s'arrête. Donc cette phase-là, qui vous permettait d'obtenir 50 000 € pour valider votre faisabilité, n'aura plus cours passé l'appel à projet du 5 septembre. Donc il vous reste 2 appels à projet à utiliser éventuellement, le 7 mai, c'est-à-dire vous ne dormez pas d'ici là, ou le 5 septembre, ce qui paraît plus raisonnable. En revanche, la phase 2 va changer de nom, on y reviendra encore, mais continue au rythme prévu avec les dates qui sont indiquées ici. Ce que je n'ai pas dit, parce que cela vaut pour l'ensemble d'Eurostars et de l'instrument PME, c'est qu'il n'y a pas, contrairement aux appels à projets thématiques, de thème, justement. C'est vous innovez là où vous êtes,
selon ce que vous savez faire, selon ce que vous voulez faire, selon l'appel du marché, parce que c'est ça qu'on vous demandera de déterminer. Et dans les deux cas, il n'y a pas de limite pour le moment, en tout cas quant au nombre de vos soumissions. Pour la phase 1, on vous demande en fait un business plan d'une dizaine de pages. Pour la phase 2, une trentaine de pages. Et puis, si vous avez la chance d'obtenir une bonne note, c'est-à-dire une note bien au-delà des seuils, vous serez convoqué dans le cadre de l'instrument PME pour un oral où on vous demandera de repréciser un certain nombre de points et surtout de démontrer l'enthousiasme de votre équipe. En fait, c'est ce qui est attendu de la Commission européenne, c'est de vérifier qu'il y a bien une entreprise derrière le projet et surtout une entreprise soudée et qui croit en ce qu'elle a exposé et qui sait comment elle va pouvoir mettre en œuvre son propre développement et son propre déploiement. Le taux de sélection, puisque vous en parlez de sélection d'Eurostars tout à l'heure, le taux de sélection, là pour le coup, est bien plus faible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'argent, on peut aller jusqu'à 70% du budget nécessaire au montage de votre projet. En revanche, le taux de sélection pour la phase 1 est de 8,4 et de 5,5 pour la phase 2. Ceci pouvant osciller et augmenter un petit peu d'un point ou deux, mais c'est effectivement de cet ordre-là. Ensuite, et en guise de conclusion, justement, cet outil va évoluer. En fait, nous allons passer en 2021 d'Horizon 2020 à Horizon Europe. Et avec ce passage, les parlementaires et la Commission ont décidé de faire évoluer ce programme cadre en ajoutant de l'argent. Je vous ai dit que nous étions sur un budget de 80 milliards d'euros pour aller jusqu'en 2020 et il est prévu de passer à 100 milliards d'euros pour renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union, pour stimuler vraiment les capacités d'innovation et la compétitivité et l'emploi en Europe, parce que l'emploi est toujours dans la tête des parlementaires, et puis concrétiser les priorités des citoyens et soutenir un modèle socio-économique et les valeurs européennes. Il semblerait qu'il soit encore en négociation 4,1 milliards d'euros supplémentaires à allouer à la recherche dans le domaine de la défense, mais ceci de toute façon est important parce que vous voyez aussi à quel point l'innovation générale est considérée au regard de ce chiffre. En revanche, ça ne nous concerne pas directement. Ça, je vous le laisse pour votre sagacité. Ça vient en écho au schéma qu'on a vu tout à l'heure sur Horizon 2020. Il n'y a pas un changement fondamental dans ce que vous voyez là. En revanche, la Commission a décidé de créer un Conseil européen de l'innovation. Et voilà, c'est une grande première. C'est fait pour aider les innovateurs à créer leur marché, à mobiliser des fonds privés, parce qu'en fait, les fonds publics ne peuvent en aucun cas se substituer aux fonds privés, mais aident éventuellement à les garantir et puis à inciter l'ensemble du marché financier à soutenir l'innovation. Et ce conseil gérerait de manière très très proactive certains projets de manière directe. En fait, il y aura deux instruments complémentaires qui veulent combler l'écart entre l'idée et un projet sur lequel d'aucuns voudraient investir. Donc le Pathfinder qui va essayer de détecter, même quasiment au niveau de la recherche post-fondamentale, mais à peine, des prémices de ce qui pourrait être des produits des entreprises de demain. Et puis l'accélérateur, une fois tout un travail de maturation effectué, qui va venir à l'aide de subventions et de financements mixtes aider des produits à trouver leur marché. Et c'est là, alors donc ça c'est prévu à partir d'Horizon Europe, à savoir à partir du début 2021. Mais pour être sûr de faire quelque chose d'intéressant, en fait, dès l'année prochaine, on va rentrer dans un pilote de cet outil. Et c'est pour ça que voilà, la phase 1 de l'instrument PME s'arrête et que nous allons garder l'instrument PME phase 2 à l'intérieur de ce Conseil européen de l'innovation, qui va être ouvert à toutes les disciplines de l'innovation. Il n'y aura pas de limitation thématique, il n'y aura pas de contraintes géographiques d'ailleurs. Ce sera pour l'Union européenne et les pays associés tels que c'est aujourd'hui. Il y aura des sélections par entretien, comme je vous ai indiqué ça pour l'instrument PME phase 2. Et on va vraiment chercher à partir sur des excellentes idées et les accompagner. Ça va être centré sur l'innovateur,
c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des démarches un peu toujours plus simples. Alors le plus simple européen n'étant toujours pas toujours notre plus simple à nous, mais cela converge de plus en plus. Et il y aura toujours un accès renforcé à des services tels que le coaching ou le mentoring par des pairs. Ce sera une gestion proactive avec la possibilité, si ça va vraiment pas bien, d'arrêter et de réorienter les projets. Et puis d'essayer de voir comment mélanger ces aides européennes à d'autres initiatives qui interviennent dans d'autres pays ou dans d'autres directions européennes. Ça, je vous le garde sous le coude. C'est la nouvelle programmation avec ce que l'on trouve, le Pathfinder et l'accélérateur dont je viens de parler, qui va donc intégrer l'instrument PME et puis des outils un peu plus académiques. Donc, dans les faits, en quoi ça vous concerne aujourd'hui? Ben, ça vous concerne parce que il va y avoir un changement de dénomination. L'instrument PME, d'ici quelques mois, va s'appeler l'accélérateur. Vous ne pourrez plus postuler pour une validation de votre faisabilité, sachant qu'il existe en France, en tout cas, des outils mis à votre disposition, soit par VAR Région, soit par BPI-France. Mais par contre, que l'on poursuit vraiment la phase 2 parce qu'elle s'est vraiment démarquée de tous les projets antérieurs par réellement une prise de conscience de l'Europe de ce que c'était que les entreprises sur le sol et de l'intérêt que ça pouvait avoir de vraiment les soutenir très très vite. Ce que cela va introduire, c'est éventuellement des prises de participation dans votre capital. La pondération des critères qui avait mis l'accent sur l'impact commercial revient à une pondération équivalente entre l'excellence technologique, l'impact et l'organisation de votre structure pour se déployer. Et il y aura, pour les entreprises qui vont demander des equity, au-delà de la subvention, il y aura un véhicule spécifique avec des règles très claires sur la prise de capital, comment on rentre, comment on sort et comment ça se passe entre-temps. Et pour tout ceci, il y aura plus de 2 milliards d'euros entre 2019 et 2020, ce qui est une très bonne chose. Voilà, je vous laisse là aussi pour voir plus longtemps la manière dont les choses, mais ça reste très théorique, c'est surtout pour les intervenants et intermédiaires, mais c'est bien d'avoir ça dans votre bibliothèque encore une fois, sur les projets qui vont constituer cette nouveauté. Un terme que je n'ai pas utilisé parce que je parlais très vite de déploiement, c'est le Technology Readiness Level, c'est-à-dire que de toute façon, ces outils-là, anciens ou nouveaux modèles, sont à disposition d'entreprises dont le produit, on va faire court, a déjà été testé dans des conditions quasi réelles, en fait. Et donc, cela vaut pour l'ensemble de ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, on appelle ça le TRL6. Et le TRL9, c'est quand vous êtes déjà sur le marché, en fait. Les liens utiles, le site sur lequel vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement de ce webinaire, le site de l'Europe et le site d'Eurostars. Je vous ai indiqué le réseau EN, le réseau des PCN PME et aussi le réseau du PCN Transport, dont vous avez déjà les coordonnées dans la première page de votre agenda, normalement. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous ne dormez pas encore et que vous n'êtes pas mort d'inanition. J'attends maintenant vos questions. Alors, Laurence, j'ai une question. Tout à l'heure, tu as parlé de dépenses de fonctionnement. Qu'entends-tu par dépenses de fonctionnement? C'était pour Eurostars? Oui. Écoutez, ce sont les dépenses que... Alors... ça ne s'entendait pas, d'accord. Alors, il m'est demandé que veulent dire les dépenses de fonctionnement pour Eurostars. Ce sont les dépenses que de ce que vous utilisez dans votre entreprise, à savoir... pardon, j'essaie de m'exprimer bien. J'ai un trou, c'est horrible. Une partie des frais généraux en fait va être mise en place. Normalement, c'est d'un taux de 20%. Ça tourne autour de 20% de vos frais de personnel, mais c'est tout ce qui touche à la location de l'espace, à l'électricité, aux frais d'internet, du téléphone, enfin des choses qui sont vraiment indispensables à la vie de votre entreprise, sur lesquelles on ne va pas vous demander des factures
proratés tous les jours, mais cela se regroupe dans les frais indirects qui sont calculés, je vous le dis, par rapport aux frais de personnel, puisqu'ils sont établis en général à 20%. Y a-t-il d'autres questions? Peut-on présenter des travaux qui ont déjà commencé dans le cadre de l'instrument PME? Oui, bien sûr. Vous pouvez. Alors, est-il possible de postuler sur des travaux qui ont déjà commencé? Oui, bien sûr, puisque de toute façon, qu'il s'agisse d'ailleurs d'Eurostars ou de l'instrument PME, ce sont comme je vous disais, des projets qui sont déjà un peu démarrés, puisqu'il faut que le produit soit déjà testé en milieu quasi réel. Donc, de toute façon, il est évident que vous avez déjà commencé à travailler. La seule nuance à apporter, c'est que ne seront par contre financés ou cofinancés que la partie qui reste à faire et pas la partie déjà faite. Ai-je bien répondu? Pour l'instrument PME, cela veut dire qu'il n'y aura plus de subventions mais des prises de participation dans le capital? Non, alors je me suis encore une fois pas bien exprimée. Ça sera un mix des deux. C'est pour ça que ça s'appelle Blended Finance. Et vous aurez le choix au moment où vous postulez de demander juste une subvention qui sera pour le coup là vraiment d'un niveau maximal de 2,5 millions, quoi qu'il arrive et quels que soient les frais encourus. Mais si vous souhaitez obtenir plus d'argent, ce sera automatiquement un mélange entre la subvention et de la prise de capital. Pour l'instant, nous avons peu de retours sur cette option-là, puisqu'elle va être mise en œuvre à partir d'octobre prochain. Mais en tout cas, les deux seront possibles. Il n'est pas prévu à ce jour qu'il n'y ait que de la prise de capital. Il y aura de toute façon une partie en subvention. Et en revanche, mais alors là, je m'avance un peu parce que les choses sont encore à configurer. Il est prévu pour le moment que, après une première évaluation classique de votre projet, si vous êtes amené à être lauréat, si vous avez demandé un double financement, donc un financement par subvention, puis en prise de capital, que si la prise de capital n'est pas possible parce que soit votre entreprise peut trouver plus facilement de l'aide financière auprès d'investisseurs privés, soit parce que elle ne s'avère pas être pour les investisseurs de la commission d'un niveau suffisant. Par contre, cela devrait annuler votre droit à subvention. Mais ça reste encore à être vu. En tout cas, ce ne sera pas de la prise de capital pure. La commission sera plutôt un investisseur patient et a priori bienveillant. Y a-t-il d'autres questions encore? J'ai été parfaite à ce point-là ou je vous ai tous endormis? Ou vous avez très très faim, ce qui est encore une option? Il n'y a plus rien? Très bien. Alors FTI, c'est un Fast Track to Innovation, c'est un programme qui vise à aller vers l'industrie, hein, comme son nom l'indique, qui prévoit entre 3 et 5 participants avec au moins un industriel et des PME, et éventuellement encore des académiques, qui là encore est un programme sous forme bottom-up, où pour le moment il n'y a en tout cas pas de pré-sujet annoncé, où là encore le rapport entre les uns et les autres doit être relativement équilibré, où les critères d'évaluation sont exactement identiques à ceux dont on a parlé dans le cadre des deux grands programmes PME, et avec un appel à projet à date fixe également. Il faut regarder sur le site de la commission. Je suis assez peu familière avec ce programme-là. Oui, il y a eu un webinaire FTI il y a de cela 3 semaines, je crois, donc on mettra dans... donc voilà, vous avez dû recevoir le lien pour aller vers ce programme-là. Oui, je suis en train de le lire. Sur l'évolution Blended Finance, c'est-à-dire que c'est l'échéance du 9 octobre 2019 qui va être régie sur ce nouveau positif et dans quel cas seront publiés les tenders. Alors, le work programme, en fait, excusez-moi, le programme de travail de l'EIC donc, est déjà publié, il est déjà disponible. Et donc, ce point est évoqué avec, pour le coup, encore
des zones de précision à apporter, mais en tout cas, l'appel à projet est déjà sorti. Je vous encourage à le lire. Pour les personnes qui sont vraiment intéressées, vous allez devoir suivre ceci au fur et à mesure. Mais l'appel à projet général est sorti déjà. Comment faire pour accroître la participation française à l'instrument PME? En vous empêchant de déjeuner, comme aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être très efficace, mais sachez en tout cas que l'ensemble des réseaux qui peuvent vous accompagner, aussi bien le réseau des PCN thématiques, du PCN PME, que du réseau Entreprise Europe, à minima, il y en a sans doute d'autres, peuvent vous accompagner dans la présentation de ces appels à projets, dans des séances d'écriture pour certains, dans des séances de relecture pour d'autres. Je pense que Mathilde vous enverra tout ce qui vous concerne. Je crois que le PCN Transport organise déjà beaucoup d'ateliers. Et puis, de notre côté, en tant que PCN PME, on participe à ces séances de relecture et on organise aussi des ateliers sur la préparation au pitch, par exemple, puisque une fois que vous êtes invité, c'est intéressant de savoir comment vous débrouillez avec ce jury pour l'instrument PME. Et pour l'instrument Eurostars, nous organisons en tant que, là pour le coup, Réseau Entreprise Europe, Île-de-France, BPI France, des relectures de copies en général une semaine avant les échéances fatidiques 2 fois par an. Alors, pour cette question-là, moi je suis intéressée. Oui, donc moi je vais répondre à la question suivante. Dans le secteur ferroviaire, il existe le programme Shift to Rail, en effet, qui est un partenariat public-privé. Y a-t-il contradiction de postuler en même temps à travers Shift to Rail et H2020? Alors déjà, il n'y a pas de contradiction parce que Shift to Rail, en fait, est du financement directement qui vient du programme Horizon 2020. Donc c'est inclus dans Horizon 2020. En revanche, là, les dispositifs qui vous ont été présentés sont dans un premier temps quand même vraiment dédiés aux PME. Et ce sont des appels, comme l'a dit Laurence, qui sont bottom-up, donc ouverts. Donc pour moi, c'est 2 choses différentes. Et pour un même projet, de toute manière, un projet instrument PME, par exemple, ne pourra pas être déposé dans le cadre de Shift to Rail, où c'est des appels qui sont quand même vraiment guidés, qui sont collaboratifs, etc. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. Y en a-t-il encore d'autres? Il vous reste exactement 9 minutes avant d'aller déjeuner. C'est gentil. Il s'agissait de merci, je précise quand même. Mais sinon, nous allons rendre l'antenne et vous libérer. Merci en tout cas de votre écoute, de votre attention. N'hésitez pas à postuler. En général, les copies françaises ont de bonnes notes. Alors peut-être est-ce la concurrence ou en tout cas les autres possibilités qui sont données au niveau national qui font que trop peu d'entreprises répondent à ces appels à projets sur une échelle nationale et en même temps, lorsqu'elles répondent, en général, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Écoutez, merci à vous tous. Merci à Mathilde et à Moveo et au PCN Transport de m'avoir invité aujourd'hui et puis bien sûr à votre disposition par mail pour répondre à toute question qu'on aurait omis aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Laurence. Bonne journée à tous, au revoir.